Et si la véritable faillite de l'Europe n'était pas celle des banques, mais celle de la confiance? Depuis plus de 7 décennies, l'Europe avait bâti sa force sur un atout invisible, la confiance. Ni pétrole, ni gaz, ni avancée technologique fulgurante, mais une promesse unique. Ici, vos droits, vos contrats et votre argent étaient censés être plus sacrés qu'ailleurs. Bruxelles en avait fait le joyau de la couronne européenne, la garantie ultime que le monde entier enviait. Prenons un exemple. Dans les années 70, lorsque des fortunes d'Amérique latine cherchèrent à fuir l'instabilité, elles choisissaient eux la Suisse, le Luxembourg ou Londres pour leur neutralité et leur fiabilité. La réputation de l'Europe, forgée sur la protection de la propriété privée et l'état de droit, a permis à des générations d'investisseurs d'y placer leurs capitaux, convaincus que, même lors de crises majeures, la règle prévaudrait sur l'arbitraire. Puis, tout a basculé. Dans une salle close, à l'abri des regards, une poignée de décideurs a tranché. Pour la première fois, l'Europe a contourné ses propres règles, persuadée de pouvoir maîtriser les conséquences. Cette décision prise dans l'ombre a fissuré le socle même de la confiance. Ce n'était plus une simple crise de valeur, c'était le début d'une crise aux conséquences incalculables. Rappelons-nous la crise de la dette grecque, où déjà la confiance dans les institutions européennes avait été ébranlée. Mais cette fois, le choc est d'une autre ampleur. Il ne s'agit plus d'un petit pays en difficulté, mais d'un principe fondamental qui vole en éclats au plus haut niveau. En voulant punir, l'Europe a semé le doute. Les principes qu'elle imposait au reste du monde, elle s'est permis de les enfreindre. Mais très vite, Bruxelles a compris qu'elle venait de libérer un monstre, la méfiance généralisée. Les marchés, eux, n'attendent pas les discours officiels pour tirer leurs conclusions. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement le sort de quelques milliards gelés, ni la réputation d'une institution. Ce sont vos économies, la sécurité de votre emploi, l'avenir de vos investissements et la fiabilité du système financier mondial. Ignorer ce choc, c'est risquer de voir tout un avenir s'effondrer sans même comprendre comment. Pour bien saisir l'ampleur de cette transformation, imaginez un instant. Une famille entreprenante d'Inde décide de placer 100 millions d'euros dans des obligations européennes, croyant bénéficier d'une stabilité à toute épreuve. Quelques années plus tard, suite à un retournement géopolitique, Bruxelles pourrait décréter que cet argent n'est plus le bienvenu. Rien ne l'interdirait plus désormais. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir au moment précis où Bruxelles a choisi de franchir la ligne rouge. Pourquoi, depuis si longtemps, l'Europe inspirait-elle une telle confiance au monde entier? Ce n'était ni ses mines, ni ses usines, mais un capital plus rare, la crédibilité. Brique après brique, l'Europe a bâti une réputation fondée sur l'état de droit, la propriété privée intouchable et la neutralité absolue de ses places financières. Souvenons-nous de la manière dont, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont imposé le dollar comme monnaie de réserve mondiale grâce à la stabilité de leur système et à l'accord de Bretton Woods. L'Europe, elle, a choisi une stratégie complémentaire, garantir la sécurité juridique et la prévisibilité, ce qui lui a permis d'attirer les capitaux du monde entier. Des familles fortunées, des banques centrales, des investisseurs de tous horizons y voyaient un refuge. Ici, votre argent était protégé, quelles que soient les tempêtes politiques ou la couleur de votre passeport. Cette promesse n'était pas un slogan, c'était l'ADN du continent, sa force tranquille sur la scène mondiale. Année après année, cette confiance valait plus que tout l'or ou le pétrole du monde. Elle était le socle de la stabilité financière internationale. Mais un jour, ce socle s'est fissuré d'un seul coup. Quand l'Union européenne a gelé les réserves de la Banque centrale russe, près de 300 milliards de dollars, sans procès ni jugement, un tabou a été brisé. Même aux pires heures de la guerre froide, personne n'avait osé toucher à ce principe. Soudain, la propriété privée devenait conditionnelle, suspendue au bon vouloir politique. Il suffisait d'être jugé indésirable pour voir ses avoirs saisis, sans défense possible. Ce séisme n'a pas frappé la seule Russie. Il a semé le doute chez tous ceux qui croyaient la confiance européenne gravée dans le marbre. Banques centrales d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Toutes ont compris le message. Si l'Europe pouvait le faire à la Russie, pourquoi pas à n'importe qui? Le risque n'était plus théorique. Il menaçait désormais la sécurité de votre épargne, la stabilité de votre emploi, la valeur de vos investissements. Ce n'était plus une question de morale, mais une question de survie financière. Prenons le cas de la Chine. Pékin détient plus de 1000 milliards de dollars de réserves en devises, dont une part non négligeable en euros. Après la décision européenne, les stratèges chinois ont accéléré la diversification de leurs actifs, achetant plus d'or, investissant dans des obligations d'États amis et testant des alternatives au système SWIFT. D'autres pays, comme le Brésil ou l'Arabie saoudite,
ont lancé des réflexions similaires, inquiets de voir leur patrimoine exposé à l'arbitraire politique occidental. Mais la faille la plus profonde restait à venir. En croyant affirmer sa force, l'Europe venait d'inaugurer une ère d'incertitude dont elle ne mesurait pas l'ampleur. Dans les coulisses, la panique s'installe. Les acteurs du marché scrutent les réactions et se préparent à affronter un monde où la confiance n'est plus acquise. Gelée, confisquée ou reculée. L'Europe s'est retrouvée face à un dilemme impossible, défendre ses principes ou céder au pragmatisme. Pendant plus de 2 années, Bruxelles a piétiné dans l'incertitude. Confisquer les fonds russes aurait pu provoquer un séisme juridique. Mais les rendre, c'était reconnaître la défaite. Chaque option semblait piégée, chaque hésitation sapait la crédibilité de l'Union. Un parallèle historique s'impose ici. Lors de la crise argentine de 2001, la confiscation des dépôts bancaires, le fameux Corralite, a détruit la confiance dans tout le système financier du pays, provoquant une fuite massive des capitaux et une paupérisation soudaine de la population. À une autre échelle, l'Europe risque de reproduire cette catastrophe en sapant les fondements mêmes de la confiance internationale. En mai 2024, sous une pression croissante, un compromis bancal a émergé. Plutôt que de toucher au capital, les dirigeants européens ont décidé de s'emparer seulement des revenus générés, les intérêts et non la totalité du trésor. Officiellement, il ne s'agissait que d'un usage exceptionnel des profits. Officieusement, c'était une spoliation soigneusement maquillée. L'Europe a voulu croire à l'équilibre, préserver ses principes tout en marquant un point politique. Mais la finance ne tolère pas les demi-mesures. Dès lors qu'on autorise la saisie des intérêts, la frontière entre droit et arbitraire s'efface. Aujourd'hui, les intérêts, demain, pourquoi pas le capital? Les règles venèrent de changer et tout le monde l'a compris. Le signal envoyé au reste du monde a été immédiat, presque brutal. La propriété privée n'était plus sacrée. Les lois et contrats ne tenaient que tant qu'ils servaient tant la politique du moment. De Pékin à Buenos Aires, chaque banque centrale a tressailli. Si cela arrive à Moscou aujourd'hui, qu'est-ce qui empêchera Bruxelles ou Washington de viser nos avoirs demain? Ce précédent inédit a fissuré la confiance mondiale. Du jour au lendemain, tous les capitaux étrangers, même les plus solides, sont devenus vulnérables. Ce qui avait été construit patiemment en plusieurs décennies s'évaporait en quelques semaines. Une réaction en chaîne silencieuse s'est enclenchée, minant la stabilité du système financier international. Pour illustrer, rappelons-nous la nationalisation soudaine des avoirs iraniens par les États-Unis dans les années 79. Cet acte, motivé politiquement, a eu des conséquences durables. L'Iran n'a jamais retrouvé la confiance du système financier occidental, et chaque pays du Golfe a retenu la leçon en diversifiant progressivement ses avoirs. Mais derrière cette décision, ce sont bien les économies, les emplois et la sécurité des investissements de millions de personnes qui tremblent. Un compromis administratif s'est mué en déflagration géoéconomique, car quand la confiance s'effondre, l'ensemble du système menace de s'écrouler. Face à cette rupture, la Russie n'allait pas rester passive. Sa riposte froide et méthodique allait bouleverser l'équilibre mondial. Mais jusqu'où Moscou était-elle prête à aller pour défendre ses intérêts? La contre-attaque russe allait révéler une nouvelle faille dans l'architecture financière globale. La Russie n'a pas protesté. Elle a répondu avec une froideur clinique, sans le moindre mot inutile. En moins de 2 jours, un décret présidentiel est publié à Moscou. Pas de discours martial, aucune menace. Simplement, la Russie annonce la confiscation d'actifs européens présents sur son territoire pour un montant équivalent aux pertes russes à l'étranger. Chaque euro perdu par Moscou devient un euro gelé ou saisi pour une entreprise européenne. Il n'y a aucune improvisation, rien n'est laissé au hasard. Le choix des cibles est chirurgical. Les entreprises visées, les géants allemands, autrichiens et français, figurent jadis intouchables. Groupes industriels, banques, infrastructures vitales. À chaque étape, la Russie agit avec une précision implacable, sans emportement, mais sans la moindre hésitation. Le message est limpide et glaçant. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de démonstration de force. Pour chaque action européenne, une réplique symétrique. Toucher à nos avoirs, nous répondons point par point, sans surenchère, sans faiblesse. C'est la nouvelle règle d'or de la guerre financière, la réciprocité absolue. Mais Moscou ne se contente pas de copier. Elle affine, elle sélectionne. Certains États européens, restés prudents ou critiques envers la confiscation des avoirs russes, sont épargnés. Les plus intransigeants, eux, paient le prix fort. Cette stratégie fissure le front européen. Pour la première fois, l'unité de l'Union européenne chancelle. Les pays du Nord, soucieux de stabilité, s'opposent aux capitales les plus va-t-en-guerre.
Le Sud protège ses propres intérêts, tandis que les débats sur la souveraineté et les règles communes dégénèrent. La Russie exploite ces fractures avec une précision déconcertante, transformant chaque sanction en catalyseur de discorde interne. Loin d'isoler Moscou, la stratégie européenne fragilise ses propres fondations. Désaccords entre États, pression sur les gouvernements, crispation dans les milieux économiques. Ce sont désormais des milliards qui s'évaporent, mais aussi l'unité, la réputation et la crédibilité de l'Europe qui vacillent. Les investisseurs internationaux, inquiets, observent ce jeu de dominos où personne ne maîtrise la réaction en chaîne. Là où l'Europe croyait agir sans risque, elle découvre que chaque mesure entraîne un contre-coup immédiat, parfois dévastateur. Cette nouvelle symétrie dévoile au grand jour la vulnérabilité du projet européen et rebâtit les règles du jeu mondial. Le climat de confiance s'effondre, les marchés tanguent, les gouvernements paniquent. Ce qui était une bataille d'actifs devient une crise de confiance mondiale. Quand la confiance s'éteint, où se réfugie l'argent du monde ? La rupture de confiance envers l'Europe a déclenché un effet domino, silencieux mais inexorable. Dans l'ombre, des réunions s'enchaînent entre banques centrales d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Sans annoncer de rupture, elles revoient dans leur stratégie, cherchent des abris plus sûrs pour leurs réserves nationales. Le dollar et l'euro, jadis jugés invulnérables, cèdent du terrain. L'or redevient un repère, loin des promesses des places occidentales. Partout, les États consolident leur monnaie et testent des alternatives pour réduire leur dépendance aux anciennes puissances. Ce n'est pas une révolte spectaculaire, mais une migration méthodique du capital, fuyant non la sanction, mais l'incertitude. Les gestionnaires d'actifs, jadis fidèles à Londres ou Paris, privilégient désormais la neutralité de Singapour, Dubaï ou Hong Kong. Là-bas, la stabilité contractuelle séduit des fonds mondiaux qui n'acceptent plus le risque politique européen. Les contrats hors dollar se multiplient, du pétrole aux minerais stratégiques. Chaque accord scellé en yuan, en dirham ou en réal érode un peu plus la suprématie de l'ancien système et réduit sa capacité d'influence. L'équilibre bâti sur la confiance dans des règles immuables s'effrite chaque jour. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple du marché du gaz naturel liquéfié. Jusqu'à récemment, la quasi-totalité des contrats étaient libellés en dollars, reflétant la domination américaine. En 2023, le Qatar et la Chine ont signé un accord historique en yuan. Cette décision, passée presque inaperçue, marque une étape dans la dédollarisation progressive du commerce mondial. L'Europe découvre à ses dépens, trahir la confiance a des conséquences systémiques. Ce n'est pas juste une affaire de chiffres, mais un basculement de l'avenir. Les économies, les emplois, la stabilité de la vie quotidienne peuvent vaciller sous ce glissement discret du centre de gravité mondial. Ceux qui croient que tout redeviendra comme avant risquent de tout perdre. L'ère où l'Occident imposait ses règles touche à sa fin. Seuls les plus lucides sauront préserver leurs intérêts dans ce nouvel ordre qui s'impose. Mais le choc ne s'arrête pas aux frontières du continent. À mesure que l'onde de confiance se retire, de nouveaux équilibres émergent, porteurs d'opportunités inattendues ou de périls inédits. Dans ce nouveau monde, la victoire ne revient plus à celui qui proclame ses principes, mais à celui qui sait protéger la confiance et la préserver face à la tempête. Ce qui vient de se produire en Europe n'est pas qu'un revers politique ou idéologique. C'est une brèche profonde dans l'ossature de la sécurité financière mondiale. En pensant redéfinir les règles à sa guise, l'Europe a négligé le prix réel de son choix. Une fois la confiance brisée, il n'existe plus de chemin vers l'arrière. Aujourd'hui, chaque acteur, du plus petit investisseur à la plus puissante des banques centrales, doit affronter la réalité. La légitimité ne s'obtient plus avec un simple blason, mais se forge par la cohérence des actes. La réputation seule ne protège plus. Seule compte la capacité à anticiper les risques et à en assumer les conséquences. Fermer les yeux, c'est s'exposer à la prochaine onde de choc, sans aucun filet pour amortir la chute. La vraie leçon de cette crise, le danger ne vient pas d'ailleurs, mais du moment précis où l'on cesse de remettre en question ses propres certitudes. Vos économies, votre emploi, la stabilité de votre avenir dépendent désormais de la solidité de ce fragile édifice qu'est la confiance collective. Il devient vital de distinguer l'apparence de la réalité, ce qui est promis de ce qui est effectivement protégé. Refuser les promesses creuses, exiger des garanties tangibles, car parfois l'équilibre du monde ne tient qu'à un fil invisible. Pour comprendre ce qui peut advenir et comment chacun peut s'y préparer, il faudra refuser l'illusion et scruter les fondations mêmes de notre sécurité financière. Concrètement, que faire si vous êtes un épargnant, un entrepreneur ou un investisseur ? Premièrement, diversifiez vos avoirs.
Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier et privilégiez les juridictions stables dont l'indépendance est reconnue sur la durée. Deuxièmement, surveillez les signaux faibles. Le moindre changement dans la rhétorique ou la législation d'un État peut annoncer une inflexion majeure. Troisièmement, pensez à l'or, à l'immobilier international ou aux actifs difficiles à saisir par un gouvernement en crise. L'histoire n'est pas écrite d'avance, mais plus que jamais, la vigilance devient la première protection. L'Europe a longtemps incarné le sanctuaire de la confiance. Aujourd'hui, elle rappelle au monde que cette ressource, la plus précieuse de toutes, s'effrite en un instant, et que la reconstruire prendra des générations. Cette crise, loin d'être la dernière, sera un cas d'école pour tous les décideurs et citoyens. Elle démontre que la prospérité partagée ne repose pas sur la force des traités ou la puissance des économies, mais sur la fidélité à la parole donnée. C'est le ciment invisible qui lie les nations et dont la disparition transforme le monde en un champ de bataille incertain. À chacun maintenant de choisir, construire pas à pas une nouvelle confiance ou se résigner au règne de la défiance. Dans cette bataille silencieuse, chaque décision compte, chaque geste pèse, car il suffit d'un faux pas pour que la confiance, ce trésor patient, disparaisse à jamais.